Si on faisait un micro-trottoir, franchement, les gens diraient bah voilà, tous les insectes, toutes les espèces d'insectes sont nuisibles, méchants, mauvais. Et il y aurait quelques exceptions. Donc, le papillon, la coccinelle, l'abeille. En plus, papillon, ça veut dire quoi? Quel papillon? Ça. Et pourtant, ça cache une réalité qui est que très peu d'espèces, alors certes des fortes abondances, mais en termes d'espèces, il y a très peu d'espèces qui peuvent être considérées de peste. Et donc, on a un lourd héritage non seulement de notre passé agricole, c'était nos premiers ennemis quand l'humain a commencé à se sédentariser, produire donc sur place, mais aussi quelque chose qui est appuyé derrière par un héritage judéo-chrétien très fort, qui est bah voilà, ces plaies d'Égypte qui vraiment nous font du mal. Donc, quelque part, j'avais besoin de travailler aussi sur ces questionnements des représentations de la biodiversité, parce que c'est d'autres leviers, en plus des leviers techniques, qui permettent de travailler sur comment améliorer la préservation des insectes aujourd'hui. Alors, je vais aller un peu plus rapidement parce qu'il y a d'autres cadres qui permettent, il y a des cadres qui permettent de valoriser, dire ah c'est top les insectes, ce qu'on appelle les services écosystémiques, donc les services que la nature nous rend. Bah voilà, par exemple, les pollinisateurs en sont assez centraux et du coup, quelque part, on va donner un prix, une utilité à ces êtres vivants. Mais dans tout cas, c'est juste une façon pour moi de répondre à la question de comment, de pourquoi vivre avec les insectes, mais pas forcément le comment. Et par ailleurs, je trouve que c'est un cadre qui est complètement anthropocentré, c'est-à-dire ce qui m'est utile moi. Et je pense qu'il y a d'autres visions qui méritent d'être explorées également et voir si sociétalement ou dans certains publics on peut porter et comment ces images sont véhiculées. Et typiquement, pour moi, la vision conservationniste qui est au milieu du schéma est assez intéressante parce que elle est dans ce questionnement du partage de l'espace avec l'humain. On n'est pas tout à fait dans l'exclusion de homme versus nature ou homme avec ou sans nature. Là, justement, on est avec la nature. Et donc, ces questions de partage m'interrogent énormément parce que est-ce qu'on dans les représentations qu'on peut avoir, chacun d'entre nous, mais aussi qui sont véhiculées par des images, voire des albums, bah, finalement, on peut peut-être tomber plus sur des questions plus utilitaristes ou préservationnistes. Alors que, en tout cas, dans ma réflexion personnelle qui ne tient qu'à moi, c'est une question de partage de notre planète, le comment vivre ensemble. Donc, Aurore l'expliquait, c'est plus difficile de s'intéresser à des choses qui sont éloignés de nous, qui nous ressemblent moins. La capacité à avoir de l'empathie, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel. Alors, on a de l'empathie pour des êtres vivants qui nous ressemblent. Et il faut quand même pousser un peu plus pour avoir de l'empathie vers des êtres vivants qui nous ressemblent beaucoup moins. Donc, c'est un challenge de se dire aussi, bon, bah, comment décentrer ce regard ? Ou alors, est-ce que notre regard, quoi qu'il en soit, va toujours, entre guillemets, enfoncer le clou de cette ressemblance et de cette empathie que pour les choses qui nous ressemblent? L'abeille, c'est un peu pareil. En fait, maintenant, elle est partout en France. Et donc, pour la protéger, ben, en gros, il faut protéger l'eau, il faut protéger, bien sûr, les champs, les prés, etc. Et limiter les produits chimiques. Et donc, bien sûr, ça a un impact sur des myriades d'espèces. Et l'abeille, ce qui est amusant, c'est que je pense que c'est peut-être, en général, les insectes, d'ailleurs, je ne sais pas, mais c'est une des seules espèces où, finalement, on passe enfant à ne pas les apprécier et on apprend à les apprécier en grandissant. En général, l'enfant, il est plutôt très empathique et il aime beaucoup la nature et les animaux et s'y intéresse et est très curieux. Or, peut-être parce qu'on leur dit de faire attention aux abeilles qui piquent, bien souvent, voilà, lorsqu'on a des petits-enfants de maternelle ou d'école, ils sont plutôt à dire ah non, les abeilles, ça leur fait peur, ça pique, c'est dangereux. Et en fait, quand on rencontre des adultes maintenant, parce qu'on est beaucoup sensibilisé à la pollinisation, parce qu'on commence à apprendre des choses sur elles, à leur réalisation sociale, etc., au contraire, la plupart des adultes, en tout cas que je rencontre, sont plutôt curieux et fascinés par les abeilles. Et donc, le fait de changer de point de vue fait que tout le monde a un peu envie, au-delà de ce qu'on dit sur le miel ou la pollinisation, qui est assez abstrait,
on a envie de se dire, ben oui, on n'a pas envie de tuer les petites abeilles. D'ailleurs, c'est souvent ça qui est dit lorsqu'on dit, passer au bio et arrêter les pesticides, ça évitera de tuer les petites abeilles. Et donc, pour ça, il faut avoir une certaine empathie pour l'abeille. Je me suis intéressée récemment aux albums jeunesse, pour voir déjà qu'est-ce qui était montré. Donc, je me suis appuyée sur les catalogues de la BNF. J'ai comparé aux insectes qui sont décrits dans la nature, donc, où justement les coléoptères sont très présents, mais dans le catalogue de la BNF, donc avec les entrées depuis 1960 d'albums jeunesse, on voit qu'on ne montre pas tout à fait les mêmes choses qu'il y a dans la nature. Par exemple, chez les lépidoptères, il y a beaucoup plus de papillons de nuit que de papillons de jour, mais les albums jeunesse montrent beaucoup plus de papillons de jour. Les espèces, enfin, notamment les groupes sociaux parmi les hyménoptères sont pas mal représentés aussi. Et d'autres qui sont beaucoup moins aimés d'habitude par le grand public, par d'autres études que j'ai réalisées, ils ne sont pas tout à fait présents. Et malheureusement, certains albums vont continuer à véhiculer quelque part cet héritage culturel de point de vue négatif, sauf pour le papillon, l'abeille, la fourmi, la coccinelle. Et donc, quelque part, pour moi, la question de comment vivre ensemble est déjà d'une part s'interroger sur toute cette diversité qui existe, c'est non seulement la faire exister d'un point de vue scientifique dans la description X ou Y d'espèces, c'est qu'il faut que ça existe aussi quelque part dans nos cœurs. Il faut démontrer qu'il y a beaucoup plus que la coccinelle, l'abeille. Et voilà, donc cette démonstration qui peut être entre guillemets que éducative. Mais ça me paraît intéressant et en tout cas, c'est le pari que je prends souvent quand je fais de la vulgarisation, c'est qu'on peut aller aussi un tout petit peu au-delà et réfléchir à la question de l'empathie, de se mettre à la place d'un autre être vivant, aussi étrange puisse-t-il être. Donc, il y a un philosophe qui parlait du monstrueusement autre pour parler de l'altérité. Et je trouve que les insectes sont malheureusement un peu dans cette position. Et donc, c'est intéressant aussi d'inviter à réfléchir, de se mettre à la place d'eux. Parce que quel que soit, que ce soit pour les insectes ou encore pour d'autres êtres vivants, même la nature en général, pour moi, la question, c'est de se donner la juste place de chacun des êtres vivants. Autant nous, notre place en tant qu'êtres vivants parmi d'autres, que les insectes comme des êtres vivants qui peuvent aussi avoir de la valeur intrinsèque et avec qui on partagerait. Donc, effectivement, ces aspects de perception, de représentation me paraissent assez essentiel en parallèle de mes travaux d'écologie pure parce que c'est le véritable levier qui va faire le changement et une véritable prise en compte en conservation. L'anthropomorphisme, ça a aussi son rôle. Quand on ne peut pas avoir de l'empathie comme ça sur une araignée, peut-être on peut lui faire que 2 yeux au lieu de plein, parce que c'est des choses qui font peur d'emblée. Peut-être le cafard peut sourire de temps en temps, histoire qu'on se dise... il est peut-être un peu plus sympathique que d'habitude. Enfin, dans les ouvrages que j'avais trouvés, il y en avait un assez rigolo, une mouche, c'est un jour parfait ou comment on peut tout... Enfin, je ne me rappelle plus exactement, je l'avais mis dans mon diapo. Et en fait, on vit cette mouche qui va à la plage, qui porte des shorts. Et en fait, on se rend compte à la fin qu'il était dans des toilettes. Et quelqu'un vient tirer la chasse. Et donc, sa vie part un peu en lambeaux. Et je trouvais que dans ces questionnements, de se mettre à la place d'eux, cet anthropomorphisme marchait très très bien, quoi. C'était très drôle, on se mettait vraiment à la place de cet autre être. Alors, ce qui est rigolo dans mon travail, effectivement, j'ai fait une sélection, alors peut-être qu'il y a des personnes qui m'ont croisée, je suis allée dans pas mal de médiathèques dans Montpellier aussi pour faire une analyse qualitative des albums. Et l'idée, c'était de voir quelles espèces étaient anthropomorphées, est-ce qu'il y avait plus que d'autres qui étaient anthropomorphées. Et effectivement, le moustique et la mouche souvent étaient un peu plus anthropomorphés que le papillon, parce qu'on devait lui donner un peu ce caractère agréable. Donc, ça dépend de quel est le message, qu'est-ce qu'on doit transmettre, là où l'anthropomorphisme... Alors, je ne suis pas une fan de l'anthropomorphisme à tire larigot, mais je ne suis pas du tout contre non plus. Ça peut être utile. Ça peut être utile.